Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 21e numéro du Mag Magique qui signe en beauté la fin de la classification des effets magiques puisqu'on va parler cette fois-ci des effets simulant la vie. Hop, 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 tu restes là, toi. Voilà. On parlera ensuite en détail du forçage à l'équivoque et on terminera sur mon avis personnel concernant l'achat de tours de magie sur des sites pas chers comme AliExpress. Tout au long de la série sur la classification des effets magiques, on a parlé entre autres d'apparition, disparition, lévitation, invulnérabilité, etc. Et il est temps aujourd'hui de parler des effets qui sont certainement les plus poétiques et les plus proches de la vraie magie, celle qui existe vraiment dans la nature, donner la vie. Ce type d'effet consiste donc à donner vie à un objet normalement inanimé. Alors déjà, il faut savoir que ce type d'effet est largement plus représenté en magie de scène ou de salon qu'en close-up. Probablement, et on y reviendra, à cause des méthodes employées qui nécessitent souvent d'être à une certaine distance du public. En close-up, on pourrait éventuellement citer la houlette, cet effet dans lequel la carte choisie par le spectateur sort toute seule du jeu, ou encore le jeu hanté, qui se sépare en 2 ou 3 parties, mais pour moi ce ne sont pas vraiment des effets de simulation de la vie, mais plus des effets de déplacement à distance, de télékinésie. Car pour simuler la vie, il faut qu'on ait l'impression que l'objet concerné devient vivant, qu'il bouge et il interagit de manière autonome et réfléchie. Dans les deux cas que j'ai cités juste avant, là, la houlette et le jeu hanté, on a plus l'impression que c'est le magicien, ou à la limite un fantôme, qui agit magiquement sur l'objet, mais pas qu'il est vivant et autonome. Par contre, on peut citer la chenille en fourrure, j'en ai une autre version ici encore emballée, que vous pouvez acheter dans n'importe quelle boutique de jouets. Et il existe aussi sa version salon, avec un petit bonhomme en papier qui va bouger et répondre aux questions ou aux sollicitations des spectateurs. Ça, c'est très chouette. En magie de scène, par contre, comme on l'a dit, il existe énormément de tours basés sur ce type d'effet, comme par exemple le foulard qui se balade tout seul sur la scène pour échapper au magicien qui n'arrive plus à l'attraper. Je me souviens aussi d'un très beau numéro dans lequel le magicien enlace un manteau et danse avec lui et on a l'impression que le manteau devient vivant. On peut citer aussi tous les tours d'automates, de marionnettes, comme le fameux petit bonhomme en mousse, et surtout la ventriloquie. Car oui, on ne le dit pas assez, mais la ventriloquie est une branche de la prestidigitation. Le magicien ventriloque va utiliser des trucages, une dextérité et des techniques d'élocution pour faire croire que la marionnette qu'il manipule est douée de vie. C'est bien de la magie. Par extension, je pense qu'on peut ajouter ici tous les effets de plantes qui poussent rapidement ou d'éclosion de fleurs. Et je voudrais finir ce tour d'horizon par un tour qui a marqué les États-Unis il y a quelques années, dans lequel Chris Angel a donné l'illusion de faire revivre un instant le cadavre d'un défunt. Alors le problème, c'est qu'il a utilisé le vrai corps d'une personne décédée et qu'il l'a fait respirer à nouveau et avoir une pulsation cardiaque. C'est glauque et à mon avis, c'est allé un peu trop loin cette fois. Concernant les méthodes employées, il faut se demander comment faire en sorte pour que quelque chose s'anime à distance. On retrouvera donc généralement les mêmes principes que les effets de lévitation, de télékinésie ou même de spiritisme. Donc par exemple de l'électronique ou du FI. Et c'est pour ça qu'il faut une certaine distance avec le public pour que l'illusion fonctionne, même si c'est pas toujours nécessaire. Quand on présente un numéro basé sur ce type d'effet, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que la vie est la plus belle forme de magie qui existe en vrai dans la nature. Quand un être se crée à partir de presque rien et prend vie, c'est à mon sens la magie ultime, créer une vie autonome. Donc souvent, les tours basés sur ce type d'effet sont très poétiques, assez lents au niveau du rythme, et accompagnés d'une musique plutôt que de paroles. Généralement. Lorsqu'un objet inanimé prend vie, il y a comme une forme de divinité, une force magique ultime. Et aussi, l'objet vivant doit sembler avoir sa propre vie. Il doit donc être libre, avoir ses propres pensées, sa propre personnalité, son libre arbitre. Je pense que le mec qui a fait ça, il doit avoir 2 QI. Ouais, 2. Mais je t'emmerde, toi. Je fais ce que je veux. Gardez en tête par exemple Pinocchio comme référence pour la construction du tour et l'état d'esprit, l'ambiance et les émotions qu'il doit envoyer au spectateur. Cela doit impérativement être gardé en tête lors de la conception du numéro. Le forçage à l'équivoque, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais aujourd'hui on va vraiment rentrer dans les détails de ce principe qui repose en grande partie sur la psychologie et la manipulation du spectateur par les mots. Mais d'abord, le forçage à l'équivoque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une méthode permettant au magicien de forcer un choix à un spectateur, sans qu'il s'en rende compte bien sûr, et qui est basée sur l'ambiguïté des mots et surtout des verbes utilisés par le magicien. On l'appelle aussi choix équivoque, choix à l'équivoque ou choix du magicien.
Pour l'illustrer avec un cas très simple, admettons que je pose 2 cartes sur la table et que je veuille forcer celle-ci. Moi je sais que c'est l'as de pique. Je demande au spectateur de pousser une carte vers moi. Et selon celle qu'il a choisie, celle-là ou celle-là, eh bien je vais soit l'éliminer, soit la garder pour pouvoir conserver celle qui m'arrange, celle que je voulais forcer. C'est un exemple archi classique mais qui suffit pour comprendre le principe. On utilise sciemment un verbe ambigu, ici pousser, et selon comment ça nous arrange, on va finir par donner à ce verbe un sens ou son contraire. Au moment où il pousse la carte, le spectateur ne sait pas si ça va être pour la garder ou pour l'éliminer. Il sait juste qu'il me la donne, mais il ne doit pas réaliser tout de suite qu'il y a cette ambiguïté. Et au final, quel que soit son choix, l'issue sera toujours logique, puisque s'il pousse vers nous la carte qu'on veut forcer, c'est logique qu'on la garde, parce qu'il a choisi en nous la donnant. Mais s'il pousse l'autre carte, on va l'éliminer, mais là aussi c'est logique, parce que finalement il s'en est débarrassé en nous la donnant. Donc même si le spectateur se demande un peu pourquoi on lui demande de faire ça, quelques secondes plus tard, il ne se pose plus la question parce que ça prend tout son sens et c'est logique. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais pour que ça fonctionne, la première règle, c'est qu'il faut utiliser un verbe ambigu. Il ne faut pas lui dire « choisis une carte », parce que choisir, c'est trop clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc on va plutôt lui dire de désigner, de pousser, de donner, de poser son doigt ou sa main sur un des objets. On peut aussi, par exemple, présenter un objet dans chaque main, donc là, par exemple, une carte dans chaque main, et lui demander laquelle on va poser sur la table. Encore poser, pourquoi? Pour la garder ou pour l'enlever? Dans tous les cas, l'emploi d'un verbe dont le sens porte à confusion va permettre d'aiguiller le choix du spectateur vers le fait de garder ou d'éliminer l'objet qu'il aura désigné. Donc là, j'ai pris l'exemple avec uniquement 2 objets, 2 cartes, mais il existe des manières de faire avec plusieurs objets à choisir, ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, s'il y a plusieurs choix successifs à faire, le mieux c'est d'éviter d'utiliser toujours le même verbe et le même déroulement. Puisque si la première fois vous gardez son choix, que la fois d'après vous l'éliminez, il va se douter que vous jouez en fait sur les mots. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser des procédés différents. Par exemple, une fois on demande de pousser vers l'avant, la fois d'après de poser sa main dessus, etc. Et en variant, on va brouiller les pistes. Il vaut mieux aussi avoir le moins de phases possible pour éviter là aussi d'éveiller les soupçons. Donc on l'a vu, c'est un forçage assez universel qui fonctionne avec n'importe quels objets, cartes, pièces, papier, etc. Et pas seulement avec 2 objets, mais avec 3, 4, 5, 10. Et il peut même fonctionner sans objet, uniquement par la pensée et la parole. On arrive par exemple assez facilement à forcer une carte pensée, en général une dame, avec ce principe. Je dis en général une dame parce que ça peut être fait en 4 phases seulement, mais je ne rentrerai pas plus loin dans ces détails. Dans le même principe, on peut amener le spectateur à penser précisément à la face d'une pièce parmi toutes les pièces en euros en 3 questions seulement, comme dans Imagination Game de Jack Tighe. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, Tighe, je ne sais pas. En tout cas, ce tour c'est une tuerie. Vous l'aurez compris, le choix des mots est hyper important ici. On va généralement pas improviser, mais plutôt apprendre le texte par cœur pour être sûr d'utiliser les bons termes, les bons verbes, les plus percutants, ceux qui vont vraiment fonctionner, dans tous les cas de figure possibles. C'est assez ludique à utiliser pour le magicien, parce qu'à chaque fois le déroulement peut être différent, jusqu'à aboutir à ce qu'on voulait de toute façon à la fin. C'est un forçage aussi qu'il faut utiliser avec parcimonie, ou alors en le masquant dans la mise en scène. Par exemple pour les pièces, plutôt que de dire « ici j'ai les centimes et ici les euros, pousse un tas vers moi », on peut dire « prends virtuellement les pièces dans tes mains, tu secoues et tu fais tomber quelques pièces sur la table. Est-ce que c'est les centimes qui sont tombés ou les euros ?» Et c'est déjà beaucoup plus ludique et surtout moins suspect. Vous pouvez aussi l'intégrer dans une histoire. Ça force le spectateur à agir et à écouter et donc à pas trop réfléchir au petit jeu qu'on est en train de faire. Et en travaillant cette mise en scène, ça ressemble plus trop à ce qu'on fait généralement lors d'un forçage équivoque. Vous tomberez parfois sur un spectateur qui comprendra le principe. Généralement, ils sont amusés devant l'ingéniosité de la méthode, et dans ce cas, n'oubliez pas que c'est pas très grave, quoi. Vous lui souriez d'un air complice, et puis vous enchaînez. Si vous voulez approfondir ce principe, le regretté Max Maven a beaucoup écrit sur le forçage équivoque, notamment dans son livret Verbal Control, que je n'ai pas lu, malheureusement. Vous avez aussi de belles idées dans Mystère de Hector Chadwick, et aussi dans Iceberg de Gabriel Verlaine, qui sont 2 livres que je vous recommande. En vidéo, je vous conseille donc le tour Imagination Game de Jack Tighe. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce. J'en ai parlé tout à l'heure. En plus, il est légalement gratuit sur plein de sites de magie. Une dernière chose à propos de ce forçage, je trouve ça toujours très étonnant de voir à quel point on peut se faire influencer et manipuler simplement avec des mots. Certains mentalistes vendent des livres pour expliquer comment utiliser les manipulations au quotidien pour obtenir ce qu'on veut des gens, en dehors des tours de magie donc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve que c'est pas très honnête, quoi.
Après, quand on y est attentif, on se rend compte qu'au final, tout le monde utilise un petit peu ce type de procédé, par exemple en argumentant au cours d'une discussion pour arriver à convaincre les autres, ou quand on pose une question en orientant la réponse, du genre « personne ne veut reprendre de la mousse au chocolat hein ?» On voit que les gens répondent presque machinalement non à une question posée à la négative, c'est une sorte de réflexe. Donc on le fait au quotidien, mais c'est plutôt involontaire, c'est pas forcément réfléchi et voulu. Là, je m'éloigne du forçage équivoque, qui n'est pas vraiment de l'influence, mais plutôt une ambiguïté, mais c'est une belle occasion de rappeler que le choix des mots est très important dans un tour de magie. Vous avez certainement déjà entendu parler d'AliExpress, Wish, Alibaba. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de ce genre de sites, souvent chinois, dans lesquels on peut acheter presque tout pour pas cher du tout. Mais comment c'est possible? Et puis surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter sur ces sites-là? Alors, ces derniers mois, j'ai fait quelques achats sur AliExpress pour comparer les articles avec les versions en vente en France et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors déjà, le prix. On sait que la majorité des articles vendus dans le monde sont fabriqués en Chine. Donc forcément, on peut comprendre que si on les achète directement sur place, ils soient moins chers que chez nous, avec tous les intermédiaires, les taxes et la valeur de la monnaie. Mais ça n'explique pas complètement qu'il y ait autant de différences, parce que bien souvent sur ces sites-là, on achète en réalité des contrefaçons. Ça se voit tout de suite à la qualité, déjà d'un vendeur à l'autre sur le même site, pour le même article et un prix similaire, vous ne recevrez pas forcément la même chose. J'ai ici par exemple un exemplaire de Bracer Up, que je vous conseille d'ailleurs, j'en parlerai certainement en détail dans une vidéo dédiée. Donc ici je vais zoomer, je ne sais pas si on le verra, mais en gros c'est une version lacée, donc c'est assez qualitatif, c'est robuste, c'est épais. Eh bien j'en ai commandé une deuxième version, donc sur le même site, sur AliExpress. Par contre c'était un vendeur différent, le prix était similaire, mais j'ai obtenu une version complètement différente, c'est-à-dire que là c'était plutôt un fil de nylon, donc assez rigide, pas très agréable à manipuler. Donc finalement d'un vendeur à l'autre, avec le même nom de produit, vous n'avez pas forcément la même qualité. Pour rester sur le prix, c'est sûr, économiquement, c'est imbattable. Souvent, il y a même moyen d'avoir des frais de port raisonnables avec un acheminement plus ou moins long. Et même s'il y a désormais une loi qui durcit l'obligation de paiement des taxes et des frais d'importation, ça reste souvent intéressant. Mais attention, qu'est-ce qu'on achète pour ce prix? Eh bien, comme je l'ai dit, souvent c'est de la contrefaçon, c'est-à-dire une imitation plus ou moins réussie et surtout illégale d'un article officiel. Et le problème, c'est la rémunération des créateurs. Quand on achète une contrefaçon, on achète une copie d'un article pour lequel l'inventeur d'origine ne touche rien, malgré les copyrights légaux et tout. Imaginez-vous passer des mois à peaufiner une création, vous la mettez en vente, et puis quelques jours plus tard, malgré les droits d'auteur, vous voyez des copies plus ou moins réussies de votre création en vente à un prix dérisoire. Les acheteurs, forcément, ils se précipitent sur la copie, elle est moins chère, et vous, en tant que créateur original, vous perdez des ventes et donc de l'argent. C'est donc illégal, autant de leur part en les vendant que de notre part en les achetant. À la rigueur, ils vendraient le vrai article, un peu moins cher, ou alors ils paieraient une sorte de redevance au créateur pour le rémunérer un minimum, pourquoi pas, avec des arrangements. Mais là non, tout est réalisé dans et sur le dos des créateurs. Alors on pourrait se dire, mais que fait la police? C'est compliqué, parce que là on parle de lois interpays, voire intercontinentales, et même s'il y a des coups de filet, qui sont souvent d'ailleurs orientés vers les produits de luxe, quand on en attrape un, il peut y en avoir 10 nouveaux qui apparaissent. C'est un combat qui est perdu d'avance, il faut que la démarche elle vienne plutôt des acheteurs, comme on va le voir juste après. Vous trouverez par exemple, sur AliExpress toujours, mais je pense que c'est la même chose sur Alibaba ou Wish ou certainement plein d'autres sites, vous allez trouver par exemple des fausses cartes bicycle qui représentent une impression du dos Riderback, malgré le copyright de l'USPCC, pourquoi pas, bien sûr, avec une qualité bien sûr nulle, c'est-à-dire pas de air cushion finish, du plastique qui colle, etc. Enfin voilà, c'est pas forcément ouf. On trouve aussi carrément des vidéos en dématérialisé qui sont des copies de DVD qui sont en vente légalement. Donc c'est juste quelques euros à la place de parfois plusieurs dizaines d'euros pour la version légale. Alors on pourrait se dire oui, mais ils n'ont qu'à pas vendre les vidéos officielles aussi chères. Oui, c'est sûr, c'est un argument. Mais créer un article ou une vidéo, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, en frais de production notamment, un test de prototype quand c'est un article physique. Et puis, il faut bien au final que le créateur gagne un peu d'argent sur ce travail, ça se conçoit, je trouve. Donc si vous trouvez que c'est trop cher, ne l'achetez pas. Il baissera peut-être le prix justement en se rendant compte qu'il ne fait pas assez de ventes. Mais acheter une copie pirate, c'est encore pire même que de le pirater directement gratuitement. Parce qu'on va redonner de l'argent à ceux qui l'ont piraté, donc on les encourage en fait. Le mieux, c'est plutôt de boycotter ça, déjà c'est la loi, et puis en même temps, ça évite de faire en sorte d'alimenter ces gens-là.
Donc il ne faut pas acheter de produits contrefaits, mais encore faut-il savoir les détecter. Comment je sais si ce que je suis en train d'acheter c'est bien un vrai produit ou une contrefaçon? C'est ce qu'on va voir juste après. En dehors de la magie, concernant la high-tech par exemple, méfiez-vous aussi parce que les normes électriques ne sont pas les mêmes en Chine qu'en Europe ou sur d'autres continents. Et vous risquez une électrocution ou de provoquer un incendie si vous achetez du matériel électronique bas de gamme sur ce genre de site. Ça c'est déjà vu. Alors bien sûr, ce que je dis là n'est pas vrai pour tous les produits. Il y a des produits officiels qu'on peut acheter sur ce genre de site, qui rémunèrent les créateurs, souvent locaux du coup, et qui sont sûrs, tout en restant pas très chers. Mais alors comment faire pour s'y retrouver? Si on veut rester dans la légalité, rémunérer les créateurs et ne pas risquer un incendie, tout en essayant d'économiser un peu d'argent quand même. Alors en ce qui concerne la magie, c'est simple. Si pour un article, il y a énormément d'écart entre le prix sur le site et le prix sur une boutique en France légale, eh bien, vous pouvez vous dire que ici, c'est une contrefaçon. Si par contre, l'article n'est pas trouvable en France, il y a des chances, même si c'est pas sûr à 100%, que ce soit bien un article officiel du pays d'origine et que son créateur sera rémunéré. Et c'est vrai aussi pour les autres types d'articles. Par exemple, une tablette Android d'une marque chinoise lambda, si vous ne la trouvez pas sur Amazon par exemple, il y a des chances pour que l'article soit vendu directement par l'entreprise chinoise qui l'a fabriqué. Mais attention encore aux règles et aux normes électriques. Et puis de toute façon, ça donne une indication, mais c'est pas systématique, c'est pas fiable à 100%. Pour la high-tech, globalement, méfiez-vous du prix, là aussi. Je vous déconseille de charger votre Nintendo Switch avec un câble acheté 50 centimes sur AliExpress. Il y a un risque que le câble ne supporte pas la puissance de charge, chauffe et prenne feu. Ça aussi, ça s'est déjà vu. Avec les boutiques physiques qu'on trouve en France, type Action, Jiffy, etc., c'est différent parce qu'elles sont situées sur le territoire français, donc elles ont l'obligation de respecter les normes européennes, donc il y a moins de risques, même s'il arrive parfois qu'il y ait des rappels de produits pour défaillance, au risque pour la santé, mais c'est comme partout, dans les grandes surfaces aussi. Et surtout, on peut se fier à ce qui est noté sur l'emballage, contrairement aux descriptions qui sont souvent farfelues sur les sites dont on parle. Et plus globalement, il ne faut pas s'attendre non plus à un bon SAV de la part de ce genre de site. Et il y a le prix qui y joue aussi. Donc en gros, oui, vous pouvez acheter des accessoires de magie sur des sites étrangers pas chers. AliExpress, il y a notamment une option pour filtrer la provenance de l'expédition, par exemple pour se faire livrer de la France à la France. C'est un peu plus cher, il y a beaucoup moins de choix aussi, mais au moins il n'y a pas de taxe d'importation, disons qu'elles sont déjà comprises dans le prix, et puis vous le recevrez plus rapidement. Par contre, prenez bien l'habitude de vérifier si ce n'est pas une contrefaçon, notamment en vérifiant s'il n'est pas habituellement beaucoup plus cher sur les boutiques françaises. Et ne vous attendez pas toujours à avoir de la bonne qualité non plus, même s'il y a parfois quelques belles surprises, comme Bracer Up, dont j'ai parlé tout à l'heure. Évitez aussi les produits contenant de l'électronique ou produisant des étincelles ou du feu. Achetez ce genre d'articles plutôt dans les boutiques sûres. Et si vous avez de votre côté des retours d'expérience sur ce type de site, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'espace commentaire. Ça y est, on a terminé la série sur la classification des effets magiques. On va ensuite pouvoir parler plus concrètement de la construction de tours de magie dans les prochaines vidéos. J'ai aussi pas mal d'idées d'autres sujets qui vont arriver, j'attendais surtout d'avoir réalisé celle-ci. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre fidélité, je vous souhaite un bon début de vacances d'été et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.